BFM Business. Vos placements, nos conseils, BFM Bourse. Guillaume Sommerer. On vous accompagne jusqu'à 18h dans 29 minutes. Ce sera la clôture des marchés financiers. Ça se passe tranquillement. Le CAC 40 gagne 0,37%, 4821 points. Wall Street en légère hausse aussi. Wall Street qui a un peu réduit ses gains sur des informations de Politico selon lesquelles Nancy Pelosi serait moins optimiste sur la possibilité, la capacité des républicains et démocrates à trouver un accord. Et depuis donc Wall Street a réduit ses gains. Le CAC 40 également. À noter des valeurs qui se distinguent. La star du jour aujourd'hui, c'est ST Microelectronics, chiffre d'affaires préliminaire du troisième trimestre supérieur aux attentes. Et ce titre ST Microelectronics qui double, qui dépasse tout le monde aujourd'hui, plus 6,9%, 28,08 €. C'est de loin la plus forte hausse, bien évidemment. On va vous parler aussi à nouveau de ce nouveau placement promis par Bercy et qui est en place depuis aujourd'hui. Alors encore faudra-t-il qu'il soit commercialisé, mais il va l'être rapidement. Ça va arriver incessamment sous peu. Ce nouveau placement pour vous permettre d'investir dans les PME. Enfin flécher l'épargne des Français, toute cette épargne accumulée depuis le confinement vers l'économie productive. On vous dira si ce placement peut être intéressant, quels sont ses avantages et ses éventuelles limites. Et on répondra d'ailleurs à toutes vos questions sur tous vos placements. En fin d'émission, rendez-vous à 17h45 tout à l'heure avec les experts de la finance pour tous. Voilà le menu. Évidemment, BFM Business est à la radio, à la télé. Vous nous suivez fidèlement chaque jour, également sur Internet, nos différents sites. Notre site BFM Patrimoine, justement, qui revient sur ce nouveau placement pour vous permettre d'investir dans les PME, et notre site BFM Bourse sur la star du jour. On en parlait. ST Microelectronics qui, grâce à deux secteurs, l'informatique et l'automobile, présente un chiffre d'affaires et des revenus supérieurs aux attentes. C'est peut-être bon signe d'ailleurs aussi pour ce secteur automobile. On pourra en parler avec nos experts. À vos côtés, jour après jour, BFM Bourse, 15h-18h sur BFM Business. BFM Business. BFM Bourse. Le club. Avec nos trois experts en plateau, Alexandre Baradès, chef analyste d'IG. Bonsoir Alexandre. Bonjour. Maxime Marcon est également là pour meilleurplacement.com. Je ne me trompe plus Maxime. Bonsoir. Bonsoir Guillaume. Et Stéphane Prébault, le directeur général de la financière responsable. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Guillaume. On a des marchés financiers donc tranquilles, avec beaucoup de fébrilité. Alexandre, tout à l'heure on espérait une vraie hausse et puis on voit que ça s'est un peu dégonflé avec ces informations de Politico selon lesquelles Nancy Pelosi croit un peu moins là, à un accord entre républicains et démocrates. C'est ça qui fait le marché depuis 48 heures. Depuis hier après-midi, il y a deux gros segments. D'abord, la macro quand même. On a eu hier après-midi et encore aujourd'hui des stats plutôt bonnes côté US. On rappelle, PMI Chicago hier, les ventes de logements. On a également eu aujourd'hui un indicateur ISM un peu en dessous des attentes, mais qui reste quand même largement au-delà de 50, donc toujours une expansion. 55. Voilà, même si la partie nouvelle compte, par contre, c'est un petit peu tassé par rapport au précédent. Donc ça, il faut quand même le surveiller. On sent un peu de momentum quand même qui ralentit, et ça sur d'autres stats. Mais globalement, vous regardez le taux 10 ans américain, il a repris en ligne droite une bonne partie de ce qu'il avait perdu en septembre, plus de 3 semaines pour le taux 10 ans. Et puis effectivement, dès hier après-midi, cette nuit encore, un bruit croissant sur les négociations républicains-démocrates, Pelosi, Mnuchin pour le secrétariat au Trésor. Et là, effectivement, la news Politico, un reporter de Politico, qui semble indiquer, donc ça n'a pas été confirmé, mais qui semble indiquer que Pelosi serait plutôt sceptique. On rappelle, les républicains, c'est plutôt 1600 milliards de dollars pour le plan, les démocrates plutôt 2200 milliards de dollars. Donc il faut arriver à converger vers quelque chose qui sera peut-être de 2000 ou un peu en deçà. Et évidemment, les élections en ligne de mire, et ça, forcément, le marché, il est prêt à s'enthousiasmer pour ça, parce qu'on rappelle que 2 milliards, c'est 10% du PIB américain quasiment. Donc si ça voit le jour, évidemment, ça va être une bouffée de soutien. Je ne dis pas forcément de quoi ramener l'économie très vite au niveau pré-Covid, mais un vrai soutien pour les marchés aussi, même s'ils n'ont pas attendu ça pour grimper. Donc tout repose là-dessus. Et si on parle du CAC 40, ça a permis à quoi? Ça a permis au CAC 40 de rechercher des zones. On rappelle le CAC dans un grand biseau latéral depuis plusieurs mois. Il est sorti par le bas de ce biseau, et là il tente de réintégrer un peu ce biseau. C'est-à-dire que certains veulent y croire, mais pour l'instant on est encore légèrement sous le biseau, donc il n'y a pas d'impulsion si forte que ça pour l'instant. Bon, on verra comment évoluent ces débats aux États-Unis entre républicains et démocrates, mais ces marchés, justement, leur incapacité, pour l'instant, faute d'accord, Stéphane, à poursuivre, à transformer l'essai, en quelque sorte, la hausse de lundi, qui pour l'instant ne s'est pas prolongée. Qu'est-ce que ça nous dit, ça, de leur état, de leur conviction, de leur potentiel pour la suite? En fait, le marché est attentiste sur deux sujets selon nous. Le sujet effectivement du plan de relance américain où les démocrates et les républicains doivent se mettre d'accord. Alors est-ce qu'ils le feront avant l'élection? Ça peut être un catalyste pour une jambe d'os supplémentaire. Mais il y a aussi l'attentisme qui est lié à l'évolution de la situation sanitaire où on voit qu'avec la montée et la dégradation de certaines données,
le marché se posait peut-être des questions, il se pose toujours des questions sur les risques qu'on peut avoir autour de confinement dur. C'est pas notre scénario principal, c'est pas notre scénario central. On ne croit pas à un reconfinement dur, mais on peut avoir par-ci par-là. Notamment, Madrid parlait cette semaine de la possibilité de reconfiner partiellement des villes de plus de 100 000 habitants, y compris la capitale Madrid en Espagne. On a effectivement, je pense, là, un facteur de risque, un marché qui peut être attentif par rapport à ça, mais vous voyez que le marché dans l'ensemble tient plutôt bien. Il y a une semaine, 10 jours, on avait eu une séance de baisse, et puis cette séance de baisse a été assez vite rattrapée, avec en une journée, la séance de lundi qui était très positive, et on a un marché qui finalement fait un peu dans ces céphalogrammes plats. On a un point pivot et on évolue autour de ce point pivot à la faveur de ces deux grands sujets qui paraissent, donc comme je disais, qui sont l'évolution sanitaire et puis l'évolution de la pandémie de Covid, et puis l'évolution du plan de relance américain. Parce qu'on voit que le fond macroéconomique reste quand même plutôt positif. Les PMI qu'on a eus notamment aujourd'hui ont montré que l'économie a repris le dessus, les choses sont reparties avec des dynamiques un petit peu différentes, mais globalement on est toujours dans la tendance de la remontée de l'amélioration. Et puis on voit côté entreprise, vous parliez d'STM tout à l'heure, on voit des signaux positifs avec des sociétés qui, dans différents domaines, différents secteurs, on pourra peut-être en parler plus tard, relèvent leur guidance, mais montrent aussi que trimestre après trimestre, la reprise fait que le pessimisme qu'on avait pu mettre dans les chiffres et dans les attentes est battu en brèche quand même dans un certain nombre de secteurs qui se relèvent peut-être plus vite que d'autres et qui ne sont pas dans les chocs directement concernés par les chocs d'offres. Que le Covid a touché, c'est-à-dire le tourisme, l'aéronautique, l'automobile, etc. Alors parmi les bonnes surprises du côté des entreprises, alors aujourd'hui on a ST Microelectronics, c'est vrai qu'ils gagnent à peu près 7%, on a aux États-Unis Pepsi, oui les gens boivent à nouveau plus de Pepsi, bon, et puis Nike il y a quelques jours aussi, puisque le sport, courir, etc., faire de l'exercice, même si les salles de sport en France ont tendance à refermer, eh bien tout ça, ça permet à Nike aussi d'afficher des bonnes performances. On va rentrer dans la saison des résultats, d'ailleurs des résultats trimestriels. Alexandre, on espère plutôt des bonnes surprises. Ça pourrait être un relais important avant la présidentielle américaine sur les marchés. Ce sera en tout cas un des derniers moments pour essayer de s'enthousiasmer un peu plus sur les marchés européens en tout cas, parce que si on prend le cas aujourd'hui de Bayer, ce qui a pesé toute la journée sur le DAX, qui pèse encore, on se parle sur le DAX, ça c'est, même si c'est qu'une entreprise, elle est de taille suffisamment importante pour que l'on puisse avoir des craintes un peu plus larges. On rappelle que les résultats, il y a toujours deux choses qui sont importantes. Il y a la partie résultat en tant que tel, et puis la partie projection pour le quatrième trimestre. Et c'est vrai que Bayer, le son de cloche qu'on a de Bayer n'est pas très rassurant. Et donc, est-ce que c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt et qui a un petit peu le courage de s'exprimer avant les résultats pour annoncer les choses un peu en amont? Est-ce que d'autres devraient le faire et ne le font pas encore? En tout cas, je pense que ça fait réfléchir un petit peu les investisseurs aujourd'hui. Pourtant, c'est qu'une entreprise, mais on a quand même vu, ça pèse sur un indice qui est logique vu la phase de baisse, mais on voit que globalement sur l'Europe, c'est quand même moins dynamique et il n'y a pas eu de cette... Voilà, je pense qu'il y a une petite réflexion sur la nature des résultats que nous allons avoir et surtout la nature des projections pour les prochains mois, et ça, on aura le résultat dans quelques jours. Bon, Stéphane, là-dessus, sur les publications à venir des entreprises, vous faites plutôt partie des optimistes en vous disant quand même un certain nombre d'entreprises hors secteur aérien, bien sûr, hôtellerie, tourisme, ont fait preuve finalement une superbe agilité quand on pense à certaines d'entre elles, en tout cas par exemple ST Microelectronics, et vous dites que ça pourrait être à l'image de ce qu'annonceront finalement une majorité d'entreprises, et donc le risque de bonnes surprises est devant nous là sur ces publications qui vont bientôt démarrer. Ce que vous décrivez là, c'est un marché qui est intéressant pour les stock pickers, pour les sélectionneurs de valeurs. Et c'est vrai que nous qui sommes portés sur les valeurs de croissance et de qualité, dont la caractéristique c'est l'agilité à aller chercher la croissance sur les bons marchés, dans les bonnes zones et les bons endroits, c'est un marché, c'est un terreau très intéressant pour nous pour faire de la performance, et ça explique très clairement la surperformance qu'on a depuis le début de l'année et depuis plus d'un an au niveau de nos fonds. Vous citiez les entreprises qui battaient les attentes. En fin de semaine dernière, il y avait une entreprise italienne de Longhi qui vend des produits électroménagers. Certes, l'activité professionnelle qui était 10% du chiffre d'affaires reprenait des couleurs mais moins vite que le reste, mais l'activité grand public, l'entreprise avait relevé ses guidances, et donc on voit qu'on a un redémarrage intéressant. Donc effectivement, je dirais que la saison, on est plutôt confiant nous sur les valeurs qu'on a effectivement en portefeuille. On est sorti des dossiers ces derniers mois sur lesquels on manquait de visibilité, on pouvait avoir des doutes, et là aujourd'hui on est sur, je dirais, la surveillance et l'attente de la confirmation
d'attentes positives de redémarrage et rapide à la fois du chiffre d'affaires, de l'activité en termes de chiffre d'affaires, et puis de voir aussi quel a été l'impact de la pandémie sur les marges et sur les résultats. Et là, je dirais qu'à l'aube des publications du troisième trimestre, on aura aussi un petit peu plus d'idées sur les projections de ce que coûte le Covid. Mais le marché va d'abord, à notre sens, et on le voit dans la réaction de ST Microelectronics aujourd'hui, dont on peut dire deux mots si vous voulez en détail. Bien sûr. Le marché vraiment se focus et porte une grande attention sur la croissance et le volume et le chiffre d'affaires. Et vous voyez que la réaction d'ST Microelectronics qui dit finalement je serai 10% au-dessus des attentes, je réalise au troisième trimestre un chiffre d'affaires supérieur à 10% à ce que j'avais dit précédemment, porté par différents secteurs, alors que c'est très intéressant, l'automobile à travers les véhicules électriques, les véhicules hybrides. Vous savez qu'il faut beaucoup plus de semi-conducteurs pour ce segment du marché où il y a une demande forte actuellement. C'est ce qu'on voit à travers ST Microelectronics. Donc le secteur automobile, lui, il a l'air plutôt avec un manque de visibilité au niveau global. Il a bien redémarré en Chine, mais pour les constructeurs européens, c'est quand même beaucoup plus compliqué. On avait des chiffres de croissance négatifs, mais à l'intérieur de ça, il y a des segments de marché, des segments de produits où la dynamique est présente. L'Internet des objets est aussi un segment qui a bien fonctionné chez STM. La partie microcontrôleur était quand même très positive. Et puis aussi, ce que dit ST Microelectronics, c'est que tous les programmes qui sont engagés pour des clients dans l'électronique, alors le groupe l'a pas cité, mais on comprend vite que c'est Apple derrière, font que le sous-jacent, c'est probablement Apple, où les choses se passent plutôt bien. Oui, mais là où il y a peut-être un bon signal aussi pour un secteur que vous décrivez, et que tout le monde décrit comme en perdition, le secteur automobile parmi ces secteurs en difficulté, là où il y a un signal positif dans la publication d'ST Micro, c'est qu'ils expliquent que la hausse de leurs revenus, de leur chiffre d'affaires vient, oui, du secteur des ordinateurs, donc peut-être Apple, etc., mais aussi de l'automobile. C'est-à-dire que pendant que l'automobile boit la tasse, malgré tout, elle est en train de reprofiler ses investissements peut-être, et à travers les contrats que parvient à générer ST Microelectronics, on en a là un témoignage supplémentaire via ST Microelectronics. Oui, c'est-à-dire que dès lors que vous êtes un constructeur, votre segment véhicule hybride a l'air plutôt dynamique. Donc il faut ensuite regarder pour le gérant, le stock picker, pour l'investisseur, il faut aller chercher les constructeurs les plus exposés sur la thématique. Alors là, moi je ne suis pas expert du secteur automobile. D'ailleurs, on n'a pas d'exposition aujourd'hui sur le secteur auto. Moi, je pense qu'au global, on manque encore de visibilité, clairement, sur le secteur. Donc je resterai prudent par rapport à ça et j'ai besoin d'attendre encore un peu un trimestre au moins pour voir comment le marché automobile se reprend en général. Les signaux qu'on voit au niveau de la Chine sont plutôt positifs. La Chine, c'est le premier marché mondial sur le secteur auto, mais derrière, en tirer des conclusions pour les constructeurs européens, c'est peut-être avoir un raccourci un peu rapide. Alexandre Baradez est avec nous aussi en plateau pour IG. Alexandre, justement, quand on essaie de se projeter à quelques jours des premières publications des entreprises, c'est vrai, première séance du trimestre aujourd'hui en plus sur les marchés, là on se dit que les secteurs en retard ont de quoi rattraper une partie de ce retard, ou au contraire la dichotomie sur les marchés est partie pour durer parce qu'on est toujours dans ce contexte de crise sanitaire et que ça ne change pas. Ça va être tout l'enjeu justement des publications, parce qu'on parle de la fameuse forme de la reprise économique au niveau mondial, macro, donc on parle tous d'une souche, d'une virule comme ça qui très progressivement. Pour les marchés, c'est la reprise en K, c'est-à-dire qu'on a des secteurs qui ont très bien performé, les techs évidemment, dont tout ce qui est valeur de croissance, la pharma aussi, etc. Et puis en bas, le K, c'est plutôt tout ce qui est bancaire, tout ce qui est tourisme, loisirs, etc. Et puis entre ça, vous avez effectivement le secteur auto qui est plutôt entre les deux. Donc arrive à voir si ces résultats vont finalement permettre de reconverger un petit peu les secteurs, un peu moins d'appétit pour la croissance, peut-être un peu plus d'appétit pour la value qui sera un peu plus recherchée. Mais effectivement, quels seraient les relais pour les bancaires dans l'environnement actuel? Est-ce qu'il y aura de moins de provisions? L'environnement autour reste toujours très bas. La dynamique économique est assez moyenne quand même. Donc voilà, ça va effectivement entretenir ce cas pour quelques temps, mais idéalement, ce que tout le monde attend, c'est que ça se normalise un petit peu et que la value reprenne un peu de poil de la bête, et puis que la croissance reste bien orientée, mais que c'est surtout la value qui reparte. Et ça, j'ai un peu de mal pour l'instant à y croire dans la phase actuelle. Vous regardez les marchés sous l'angle technique, quels sont les secteurs ou les valeurs dont vous sentez, les actifs dont vous sentez qu'ils ont plus de potentiel que les autres pour la suite, alors que les marchés manquent vraiment de conviction et que quand il y a une hausse, elle sonne toujours creux, les volumes sont souvent faibles? Ben justement, c'est la value. Si vous prenez le cas des indices européens, par exemple, regardez le CAC 40, c'est quand même un indice plutôt value. Il est très diversifié, mais il n'y a pas forcément beaucoup de... il y avait le luxe à un moment donné, et ça s'est un petit peu arrêté. Mais on n'est pas dans les indices comme au côté US, avec des valeurs de croissance, comme les GAFA, qui tirent à la fois le S&P et le Nasdaq. Donc le DAX aussi est un indice plutôt value. Donc pour que ces indices aillent chercher un sommet, et le CAC, même déjà rien que le CAC, les 5100 points, qui est la vraie zone de résistance des 3-4 derniers mois, on ne peut pas aller chercher ce niveau-là sans qu'il y ait une participation globale de plusieurs secteurs
valeurs à un rallye. Ce n'est pas 2-3-4 valeurs qui vont faire ça. Il faut qu'il y ait des secteurs qui participent à ça, dont ceux qui sont décotés, dont ceux avec des multiples relativement faibles. Et ça ne peut arriver que si effectivement la macro s'améliore, etc. On va poursuivre le club dans un instant. On parlera aussi de la BCE qui peut-être est en train à son tour de changer sa doctrine sur l'inflation. Christine Lagarde s'est exprimée hier. Vous nous direz si c'est aussi puissant que du côté américain. On va parler aussi de l'investissement dans les entreprises à travers la bourse. Le non-coté aussi, il y a un nouveau placement qui vous attend, qui est disponible dès aujourd'hui. Et ça, Maxime Marcon nous en parlera. Nouveau placement ouvert à tous les investisseurs. À partir de 5 000 €, on nous promet un rendement entre 5 et 7%. Ah tiens, est-ce qu'il faut y croire? CAC 40 en tout cas. Aujourd'hui en hausse de 0,39%. On est à 18 minutes de la clôture définitive. A tout de suite sur BFM Business. BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. Tous les week-ends sur BFM Business, 01 Business, avec Frédéric Simotel. Aujourd'hui, les entreprises sont en pleine accélération digitale dans le retail, le transport, l'industrie, le secteur public. Le numérique est partout. Retrouvez dans 01 Business nos experts, nos reportages, nos débats pour décrypter toutes ces tendances. 01 Business, samedi à 15h30 et dimanche à 18h sur BFM Business. BFM Business, la France a tout pour réussir. BFM Business, BFM Bourse, le club. On est à quoi? Un quart d'heure de la clôture, le club, pour débriefer cette séance, alors que le CAC 40 gagne 0,35%, un peu poussivement finalement, 4820 points. On vous rappelle ces infos, ces rumeurs nourries, relayées par Politico, selon lesquelles Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants aux États-Unis, ne croirait plus à la possibilité d'un accord avec les Républicains pour un nouveau plan de relance. Voilà. Tout ça n'est pas confirmé, mais ça explique pourquoi les marchés limitent leurs gains depuis quelques minutes. On notera à Paris toujours STM en tête après son chiffre d'affaires supérieur largement aux attentes, plus 7%. On notera hors CAC 40 Lagardère, on va y revenir en clôture tout à l'heure sur Lagardère qui a déjà beaucoup progressé hier et qui gagne encore 16% aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe là chez Lagardère? Est-ce que des mains sont en train d'agir pour recomposer un peu le capital? On verra, on posera la question. Et puis à la baisse, Renault abandonne 4%, Unibail-Rodamco perd 3,6%. La suite du club avec nos experts, Stéphane Prévost pour la financière responsable, Maxime Marcon pour meilleurplacement.com et Alexandre Baradès pour IG. Alexandre, la suite de l'année, là, on aborde le 4e trimestre, des restrictions sanitaires qui pourraient être confirmées demain ou la semaine prochaine pour d'autres grandes villes en France, par exemple. En Europe aussi, on voit que ça se tend un petit peu. On se dit que les prévisions là, de croissance pour le 4e trimestre, pour la suite, sont
sont encore un peu optimistes qu'il va falloir les réviser à la baisse et qu'il faudra peut-être encore plus de relance de la part des États, des banques centrales également. Il va falloir plus encore sur la table pour rassurer. Ça c'est très clair côté US. Les scénarios de la Fed d'ailleurs, plusieurs membres du FOMC indiquent que leur prévision de croissance se base sur un plan de relance d'au moins 1000 milliards de dollars. Donc effectivement, si on arrive à avoir du 1006 ou de 2000, on sera largement dans les clous. Mais ça veut dire que même la Fed, qui a fait des appels du pied très répétés et très audibles au Congrès pour accélérer sur la relance, attend ça. Donc il y a un besoin bien concret, bien réel pour soutenir l'économie américaine. C'est clair qu'en ce moment, les marchés, on les voit vraiment dans un étau. C'est-à-dire qu'il y a vraiment la pression sanitaire qui reste toujours très très forte. Et tant qu'il n'y a pas d'avancée significative de ce côté-là, la vague qui baisse ou d'avancée dans la recherche de traitement ou vaccin ou autre, on a toujours cette pression. Et puis de l'autre côté, il y a une pression absolument colossale qui est exercée par les banques centrales depuis déjà plusieurs mois. Et donc le marché reste là-dedans. Pour l'instant, on voit que l'aspect sanitaire écrase un petit peu les choses parce que la Fed n'a pas réagi depuis plusieurs mois, n'a pas agi à nouveau, j'entends. La Fed, la BCE également, même s'il y a quelques paroles, ils laissent la porte grande ouverte. On a bien compris que si nécessaire, ils agiront à nouveau. Mais le marché, pour lui, il a déjà bien payé tout ça. Donc, pour l'instant, c'est plutôt la pression sanitaire qui s'exerce. Et donc, on voit qu'il y a plutôt, au mois de septembre, des prises de gains qui ont été faites. La question, c'est... Mais provisoire. Les liquidités des banques centrales, elles vont continuer de nourrir le marché. Sont provisoires. Historiquement, tous les creux de marché sont provisoires. La question, c'est... il y a l'épicentre du séisme qui a été le mois de mars, février-mars. Et là, on est dans une réplique. Petite réplique pour l'instant. La question, et je pense que c'est peut-être la dernière qu'on aura, mais c'est quelle est la profondeur de cette réplique-là ? Jusqu'où on peut aller ? Est-ce qu'on peut perdre encore 10, 15 ? Est-ce qu'on s'arrête à les repartir ? Et c'est ça aujourd'hui qu'il faut arriver à pricer. C'est le prix de ce risque-là. Non pas qu'on pense que ça retombe durablement, mais est-ce que là, après l'alerte, les 10% qu'on a perdu sur la S&P, les 15% sur le Nasdaq, est-ce qu'on peut avoir 10-15% de plus ? Graphiquement, il y a de la place pour que ça arrive. L'environnement, Brexit, élections américaines ou autres, il y a aussi largement la place que ça arrive. Pour l'instant, ce qui peut ramener le marché vers les plus hauts, c'est plan de soutien américain et les résultats. Et pour l'instant, on n'y est pas encore, donc ça laisse encore planer du risque sur le marché pour l'instant. Stéphane Prévost, en une minute vraiment, est-ce que vous attendez des nouveaux plans budgétaires éventuellement ou des paroles supplémentaires, des éventuelles nouvelles mesures des banques centrales face au risque sanitaire qui reste important et qui va forcément entraîner un plafond sur l'ampleur de la reprise économique dans les prochaines semaines ? Non, je pense qu'on attend une confirmation, c'est tout, une visibilité. Je crois que le sujet aux États-Unis sur le plan de relance, c'est l'ajustement budgétaire. Les démocrates, ils veulent 2200 milliards, pardon, et puis les républicains proposent 1,5 milliard. Donc on est dans un dialogue pour finaliser le plan de stimulus et rapprocher un peu tout le monde. Donc faut quand même se représenter que c'est au minimum 7% du PIB et qu'en fonction de l'ampleur qui sera déterminée, ce sera de nature à permettre à avoir une croissance nominale du PIB qui serait de plus de 3% l'année prochaine. Donc c'est quand même un facteur relativement important, encore un certain gap. Il faut qu'on puisse clore ce dossier de façon à avoir une visibilité et pouvoir avancer. C'est juste un sentiment, un élément déclencheur de confiance supplémentaire pour le marché. Je crois que la petite baisse qu'on a eue était vraiment liée à des incertitudes et à un effet Covid, et des craintes autour du Covid et des différentes petites mesures de reconfinement, telles que je l'évoquais un petit peu au début. C'est ça le vrai facteur de crainte et de risque aujourd'hui, mais je ne crois pas que ce soit le scénario central. Alors malheureusement, c'est vrai que je ne suis pas épidémiologiste, c'est très difficile à déterminer où on sera dans 3 mois de ce point de vue-là. Est-ce qu'on sera revenu dans la situation de mars ou est-ce qu'on aura des services sanitaires qui seront encombrés mais pas saturés et on n'aura pas à contraindre à nouveau une pétrification de l'économie à travers un confinement? Là, c'est la grosse inconnue. Et là, il est vrai qu'on n'a pas de visibilité sur ce point-là. Bon, alors évidemment, les entreprises, elles ont besoin de soutien, toujours. Et alors, parmi les pistes, peut-être ce nouveau placement qui permet aux épargnants de placer une partie de leur argent dans les PME. C'est un placement qui a été annoncé, dévoilé hier par Bercy. On sait qu'il y a des montagnes d'épargne que les Français ont accumulées depuis le début du confinement, plus de 100 milliards d'euros. C'est encore plus que le montant du plan de relance en France. Et donc la question, c'est comment flécher toute cette épargne vers, ou en tout cas une partie vers les PME, vers les entreprises. Maxime Marcon, meilleurplacement.com. Qu'est-ce qu'on peut penser de ce placement qui a été annoncé hier par Bruno Le Maire, donc pour investir dans les PME?
Bon, c'est une très bonne nouvelle, hein. Ça démocratise un petit peu une classe d'actifs qui était dès lors réservée aux institutionnels, aux family office, vraiment une partie très fine d'investisseurs. C'est de l'investissement dans du non-coté qui a ses avantages et ses contraintes. L'avantage, c'est que je vais supprimer ma volatilité finalement, puisque je ne suis pas coté, donc je ne sais pas vraiment ce que ça vaut au jour le jour, au quotidien. Donc c'est proposé par BPI, qui est quand même un acteur semi-étatique, qui est majeur dans ce domaine-là, et ils ont créé un véhicule qui finalement va reproduire un peu la performance de ce secteur-là, puisque vous allez être mutualisé sur 1500 sociétés non cotées. Ah oui, je suis un particulier, alors je dois investir au minimum 5 000 euros dans ce nouveau placement, 5 000 euros minimum, mais ces 5 000 euros ou plus seront investis dans 1500 sociétés, toutes choisies, sélectionnées par la Banque publique d'investissement. C'est quelque part ceinture et bretelles, c'est ça? C'est ça, je ne vais pas me mouiller à essayer de sélectionner les meilleures sociétés non cotées. Je vous fais investir dans un fonds qui est un fonds de fonds, un fonds qui va lui acheter plusieurs fonds dans plein de poches possibles de ce capital investissement, donc du private equity, parce que finalement il y a plein de branches dans le private equity. Il y a le capital amorçage, capital transmission, capital développement, tout ça, ça peut paraître un peu complexe. L'idée de ce placement-là, c'est investissez dans le non coté, qui offre historiquement des rendements très attractifs. Et en le faisant à travers ce produit-là, vous limitez par ailleurs vos risques, puisque l'argent est investi dans 1500 boîtes, ça signifie que votre risque est dilué. Exactement. Toutes choisies, sélectionnées par BPI, donc encore plus diluer le risque. C'est ça l'idée. Exactement. Ça se fait au guichet de la banque en direct, ça se fait au travers d'un PEA, ça va se faire au travers de contrats d'assurance vie, puisqu'ils ont prévu des parts logeables dans un contrat d'assurance vie. Encore faut-il que les assureurs prennent le temps de développer ça en unité de compte des contrats d'assurance vie. Du coup, c'est assez accessible. En direct, je vais pouvoir bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu si je détiens ça à 5 ans. De toute façon, il n'y a pas de liquidité pendant 6 ans, prorogeable 1 an, donc ça peut faire 6 ans ou 7 ans. Ils clôtureront le fonds au bout de 6 ans ou 7 ans, donc je serai remboursé de mon investissement avec, on l'espère, le plus de plus-value possible. Ils estiment la performance entre 5 à 7% annuel. 5 à 7% de rendement annuel, pas garanti, on rappelle. Mais non garanti, effectivement. Le marché du private equity, c'est en moyenne 11% par an sur les 30 dernières années. Mais comme ça, sur le papier, ça a l'air super intéressant, quoi. Non, mais c'est vrai, 5 000 euros, c'est la mise de départ, 5 000 euros, un rendement non garanti, certes, de 5-7%, c'est un peu moins que quand on fait du private equity pur, mais là, il y a une sécurité un peu supplémentaire, puisqu'il y a le label BPI et les 1500 entreprises. La contrainte, on ne l'oublie pas, horizon de placement, il faut ne pas avoir besoin de cette épargne-là pendant 6 ans ou 7 ans, donc horizon long, mais effectivement, c'est une super nouvelle. Mais on se met à la place des investisseurs, il vaudra mieux privilégier ce placement-là pour investir dans les PME ou plutôt les FIP et les FCPI qui existaient aussi, qui rapportaient davantage et qui permettent de réduire son impôt quand même de 25%. Oui, alors on a un risque qui est plus important sur le FIP FCPI, puisque je vais être sur un nombre beaucoup plus limité d'entreprises et des entreprises qui ont une particularité pour bénéficier de l'avantage fiscal. Donc c'est vraiment deux typologies d'investissement différents. Juste pour résumer, sur le private equity, ça a été de toute façon une volonté du gouvernement. On l'a vu dans la loi Pacte. Ils ont déjà prévu d'intensifier un petit peu cette épargne-là et en laissant un peu plus de souplesse aux assureurs. Il existe d'autres véhicules que ce placement BPI, donc à voir si on souhaite aussi diversifier les poches, les sociétés de gestion. On a pas mal de solutions finalement qui s'ouvrent aux investisseurs. Attention aux frais quand même. Attention aux frais, pas de frais d'entrée. A priori, si je vais en direct, et BPI a déjà prévu l'investissement en direct, donc attention à ce que la banque n'en profite pas. Ils peuvent prendre jusqu'à 3% de frais d'entrée. Ce serait dommage de leur donner 3%, alors qu'en direct, sur Internet, je trouve du zéro. Maxime Marcon, meilleurplacement.com. On va se retrouver dans un instant pour la clôture définitive des marchés financiers. Le CAC 40 gagne toujours 0,2%. C'est limite, on est en hausse, mais ça sonne un peu creux. En tout cas, ça semble fragile. À voir si tout cela tient jusqu'à la clôture définitive. Vous l'apercevez dans pile 5 minutes. On se retrouve avant, dans quelques instants. À tout de suite. BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
BFM Business. La France a tout pour réussir. BFM Business. Vos placements, nos conseils. BFM Bourse. Guillaume Sommerer. Dans moins de 4 minutes, la clôture plus 0,2% sur le CAC 40. Éric Blaine, directeur général de Swiss Life Banque Privée, est avec nous. Éric, êtes-vous là ? Oui, Guillaume, bonjour à tous. Bonjour, on est ravis de vous retrouver, Éric. Quel bilan est-ce que vous tirez de cette séance boursière, Éric ? Pas grand-chose, hein. Franchement, on s'est tous endormis suite à Pardon, ce discours vous a réveillé, pardon. Ouais, ça réveille, voilà. Suite au débat manqué entre Trump et Biden, il s'est pas passé grand-chose. L'Asie n'était pas vraiment ouverte entre la Chine et Tokyo ce matin, et ça n'a pas inspiré grand monde. Donc on se réfugie un petit peu sur les nouvelles sociétés essentiellement, mais il n'y a pas grand-chose au niveau macro, quoi. Bon, on a des inscriptions hebdomadaires au chômage, un peu meilleur qu'attendu, mais qui reste assez élevé. Et demain, le rapport mensuel, bien sûr, qui sera très suivi. Alors justement, sur le front des entreprises, on va parler dans un instant de la star du jour, c'est ST Microelectronics sur le CAC. Mais d'abord, juste Lagardère. Hier, Lagardère a pris, Éric, 30%. Bon, aujourd'hui, 15%. 24,34 €. Qu'est-ce qui se passe là ? Il se passe en fait que on a un intervenant qui s'appelle Monsieur Bernard Arnault qui a un peu d'argent, qui met un peu d'ambiance. Donc si on essaye de comprendre ce qui se passe dans ce groupe, il y a eu un accord. Alors il y a déjà une opposition entre donc le Monsieur Arnault, le groupe Arnault, hein, et qui est soutenu par Bernard Arnault, et puis Vivendi et Amber, donc qui est un activiste reconnu sur la place. Donc cette opposition est importante parce qu'il s'intéresse en fait évidemment aux actions de l'entreprise. Alors il y a une holding et il y a la société cotée. Et donc il y a eu un accord entre le groupe Arnault et la holding pour entrer à hauteur du capital, à hauteur de 27% des parts. Bon, ça, c'était pas une surprise. Mais par contre, ce qu'on vient d'apprendre, et notamment c'est la hausse d'hier et la hausse d'aujourd'hui, c'est que le groupe Arnault détient une participation directe dans Lagardère, à hauteur de plus de 5% du capital. Et donc là, ça veut dire qu'en gros, que le groupe Arnault achète des actions de Lagardère sur le marché. Ça, c'était pas vraiment dans la discussion et c'était pas vraiment prévu. Et du coup, ça commence à inquiéter évidemment ceux qui sont au sein du capital de Lagardère, en particulier ceux qui sont vendeurs à découvert. Donc notamment on a Bernard Arnault qui achète, mais en plus on a la clôture de vente à découvert. Et je pense que ça fait monter le titre de façon hallucinante. Et vous, ça vous inspire ? Vous êtes à l'achat aussi sur Lagardère en voyant ça ? Nous, on est à l'écart, on ne bon. comprend rien à ce qui se passe, et franchement, c'est vraiment une histoire de gouvernance où il s'agit en fait de faire évoluer la commandite par action Lagardère en société anonyme, et honnêtement, on n'est pas dans le jeu là. Une autre valeur qui se distingue aujourd'hui, alors c'est moins spectaculaire que Lagardère, mais en effet on ne maîtrise pas tout là sur Lagardère, ST Microelectronics aujourd'hui. Après sa publication, là on y voit clair, plus 7% le titre, on se dit que c'est mérité, ça vous pousse à l'achat aujourd'hui sur ST Microelectronics. En l'occurrence, je suis présent et je suis assez content de ce qui se passe. C'est un ouf de soulagement quelque part parce que Micron Technology avait publié en fait sur les puces aux États-Unis l'avant-veille, et ça s'était moyennement passé, le titre avait souffert sur la publication. Et là on voit que c'est différent pour STM. Parce que le management a envoyé un message positif à court terme sur le 4e trimestre dans la publication 3e et 4e trimestre. A priori, en fait, on a une demande plus forte que prévue dans l'automobile, dans les smartphones, dans les microcontrôleurs, qui est très rentable pour SCM. Et donc, le groupe perçoit une reprise en V dans l'automobile et se trouve très bien positionné dans l'électrification et l'aide à la conduite. Et là, alors que Micron avait été gêné par l'histoire de la guerre commerciale avec Huawei et les bans US sur Huawei, on a en fait STM qui est évidemment affecté par ça, mais ils ne revoient pas leur guidance de l'année, alors que finalement Micron l'avait revu à la baisse. Et ça, c'est très bon pour STM. Sur lequel vous êtes positionné à l'achat, Éric Blaine. Éric, qui n'a pas été perturbé par la clôture. Vous l'entendez, la musique, Éric, pourtant. Oui, c'est très agréable. Ça vous porte. Ça réveille aussi. Éric Blaine, il n'en loupe pas une, Éric. Merci beaucoup, Éric. Merci pour votre présence, votre disponibilité, celle de vos équipes, le directeur général de Swiss Life Banque Privée. Oui, la petite musique de la clôture des marchés, clôture définitive en direct sur BFM Business. Le CAC gagne 0,43% aujourd'hui, finalement, en clôture 4824 points. SM, dont on parlait, gagne 6,8%. Airbus gagne 4,5, 64,90 €. Worldline, de son côté, gagne 2,9%. Worldline, puisque les autorités européennes donnent leur feu vert.
feu vert à l'opération avec Ingenico. Et donc ce titre Worldline qui gagne 2,9%, Ingenico plus 2,9 aussi, 136,20 €. Les baisses du jour, le secteur auto après les chiffres publiés ce matin de vente de voitures neuves, décevant à nouveau ces chiffres. Et ce titre Renault qui perd 4,6%. Lanterne rouge aujourd'hui, Renault du marché parisien à 21,17 €. Les voitures neuves vendues en septembre, donc de moins en moins nombreuses. Les immatriculations diminuées de quasiment 3% selon les chiffres du CCFA. Renault, lanterne rouge du marché. Unibail-Rodamco abandonne également 3,8%. Et puis Total qui hier avait signé une belle séance. Total aujourd'hui repère 2,5 quasiment à 28,49 €. Voilà le palmarès, les gagnants, les perdants de cette séance. Le CAC termine gagnant, plus 0,4, 4824 points. BFM Business, BFM Bourse. On refait la séance. Avec nos 3 experts du club pour refaire cette séance en effet, Alexandre Baradez pour IG, Stéphane Prévost, le directeur général de la financière responsable et Maxime Marcon, conseiller en investissement de meilleurplacement.com. Stéphane, on le disait, donc clôture en légère hausse en attendant de voir si républicains et démocrates finissent par se mettre d'accord aux États-Unis pour un nouveau plan de soutien à l'économie. Quand on regarde devant, alors oui, il va y avoir les publications des entreprises, on en a parlé, la présidentielle américaine. Le Brexit aussi. Aujourd'hui, ça s'est tendu d'ailleurs à nouveau, Stéphane, entre Européens et Britanniques, Anglais particulièrement, puisque la Commission européenne a annoncé une procédure pour infraction vis-à-vis des Britanniques qui souhaitent revoir l'accord tel qu'il avait été ficelé il y a quelques mois. Donc on voit qu'on avance un petit peu de travers et toujours vers un Brexit pour l'instant raté, vers un hard Brexit. C'est votre scénario, Stéphane, désormais ? Bon, écoutez, que ce soit un hard Brexit ou un Brexit négocié, je vais vous dire, je crois que c'est un sujet maintenant relativement mineur et qui est moins regardé par le marché. Parce que on a tous compris que c'est vraiment l'économie britannique, comme diraient les Anglais, in itself, qui sera touchée et que dans le cas, avec la récession qu'on connaît sur le Covid, c'est un petit impact négatif dont on a déjà vu un certain nombre de choses, mais le sujet est vraiment devant les Britanniques surtout. Maintenant, il est clair que ce qui ressort, c'est que moi j'avais le sentiment, j'avais gardé en tête que l'Europe avait un peu prévenu et que c'est pas une surprise. C'est une façon de mettre la pression sur les partenaires anglais et quelque part, la bonne nouvelle, c'est qu'on voit que le dialogue a lieu parce que il y a encore 2 semaines, on nous disait qu'il y avait pas de communication, il n'y avait pas d'échange. La semaine dernière, on nous disait que les échanges étaient très tendus. Et puis on voit qu'en fait, il y a des négociations qui avancent sur la pêche, qui avancent sur les différents sujets qui posaient problème. Donc quelque part, bien sûr, on a dépassé l'échéance du 30 septembre que la Commission européenne avait laissé aux Britanniques. Madame Ursula von der Leyen a un peu siffler la fin de partie, mais c'est pas très grave si on dépasse ce calendrier. Je veux dire par là que les discussions, elles patinent depuis 8 mois, elles continuent à patiner, mais il y a encore une possibilité qu'elles aboutissent à mi-octobre. Et donc, normalement... Qui est la deadline, grosso modo, admise par tous pour que l'on trouve un accord applicable au 1er janvier. Voilà. Oui, c'est ça. C'est-à-dire bientôt, que si on arrive à peu près à négocier sur ces différents points à mi-octobre, ça veut dire qu'on sera en capacité d'avoir le point principal qui sera un accord de libre-échange au 31 décembre. Voilà. C'est ça. Et aujourd'hui, ce scénario est toujours probable. C'est toujours la probabilité qui nous paraît la plus importante pour le marché financier. Alexandre, mais l'impact pour les marchés, en termes de source d'inquiétude ou de volatilité, il nous paraît... Écoutez, moi je vais mouiller ma chemise, mais il me paraît relativement faible au moment où on en parle. Alexandre, vous partagez ce point de vue ? Oui, le risque en tant que tel, moi en ce moment on le voit plutôt dans un agrégat de risque en fait, c'est-à-dire qui vient s'ajouter dans une balance qui était déjà pas terrible à la rentrée entre la seconde vague Covid, donc ça pèse un peu plus si vous voulez, donc c'est plutôt comme ça qu'on le voit. C'est pas un peu des membres détente quand même parce qu'on voit que la livre, alors ça reste spécifique à la Grande-Bretagne, mais la livre a quand même lâché pas mal de terrain par rapport à ses points hauts. Il y a quand même la volatilité d'ailleurs sur la livre est au plus haut depuis le mois de mars, donc on a quand même des signes de nervosité, mais qui sont quand même effectivement très cantonnés sur la partie britannique. Mais bon, dans un contexte où on a déjà bien égrené tous les risques potentiels qui nous guettent là jusqu'à l'élection américaine et un petit peu au-delà, c'est vrai que ce serait bien que ça se passe mieux. Ce serait effectivement un élément là de soutien pour le coup pour le marché et notamment pour la partie européenne qui pourrait le prendre plutôt bien. Bon, qu'est-ce qu'on attend là de Christine Lagarde ? On l'a vu s'exprimer hier. Alors sur le marché, il n'y a pas eu beaucoup d'effets, mais quand même.
elle semble, un peu comme Jérôme Powell, revoir sa position, revoir la position de la Banque Centrale Européenne sur l'inflation, le rapport à l'inflation, alors qu'on est sur une phase d'ailleurs plutôt de risque de déflation en Europe. Il y a vraiment un changement de paradigme en cours là, au sein de la Banque Centrale Européenne après la Fed. Alors, il y a deux choses. La phase qu'on traverse, effectivement, la BCE ne peut pas s'en satisfaire. Elle ne peut pas se satisfaire d'une inflation à moins 0,4 en Allemagne hier, qui est le niveau le plus bas depuis 2015. Et avant cela, il faut remonter à 2009 pour trouver des niveaux de repli de prix aussi importants. Donc, c'est clairement pas satisfaisant. Par contre, par rapport au scénario de la BCE, elle avait indiqué, la BCE, il y a déjà quelques mois, qu'on allait avoir une inflation. Et là, elle a encore répété, une inflation qui allait se dégrader jusqu'à la fin de l'année. Et seulement l'année prochaine, un rebond qui allait se montrer. Donc, on est quand même dans ce scénario, finalement. Ce n'est pas bon, mais c'était le scénario. Donc, on voit que des dernières déclarations, il y a des sources qui semblent indiquer qu'il y a quelques tensions au sein du Conseil des gouverneurs entre ceux qui estimaient qu'il y avait des vrais risques pour les perspectives sur la croissance et l'inflation, et puis ceux qui estimaient au contraire que la BCE a déjà beaucoup fait. Donc, on sent quand même que ça tire un peu plus quand même dans les négos côté BCE. Mais ce qui est très clair, c'est que si, et on verra les déclarations d'Olivier Véran dans quelques instants, et si on voit qu'en Europe, ça reconfine dans certains secteurs ou autres, et que ça met à risque les perspectives de croissance et d'inflation pour le quatrième trimestre, évidemment que la BCE agira. Il y a aussi un facteur, attention à ne pas oublier, tout à l'heure vous avez parlé de Total qui baissait un petit peu, on voit quand même que les matières premières depuis quelques jours, semaines maintenant, alors qu'elles étaient bien reprises dans la même phase que les marchés en fait, les matières premières, elles rebaissent un petit peu. Ça peut participer aussi, il y a tout le reste, salaire, etc. Mais, elles ont le droit de respirer, Alexandre. Elles ont le droit, mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que ça vraiment, c'est bien corrélé aux indices. C'est-à-dire que phase de risk-off février-mars, le gros redémarrage jusqu'au mois de août-septembre, et puis ça, les indicateurs soft, PMI qui retombent un petit peu, les matières premières qui retombent un petit peu, voilà. C'est bien corrélé, les indices qui corrigent un petit peu. Donc tout va ensemble, la question c'est jusqu'où on va, mais en tout cas c'est quand même plutôt bien aligné pour l'instant au niveau des différentes classes d'actifs. Bon, Stéphane Prévost, quand on imagine la suite, alors on espère que les plans de relance vont porter leurs fruits, bien évidemment, que l'on finira par sortir de cette crise sanitaire aussi, bien sûr. Mais demain, imaginons le potentiel de croissance en Europe sort renforcé de tout cela grâce au plan de relance, la transformation aussi, les nouvelles thématiques sur lesquelles vous êtes positionné, d'ailleurs l'investissement socialement responsable, la transition environnementale. Très bien, on pourrait se réjouir d'un potentiel de croissance, on va dire, régénéré. Mais ce serait avec en face un niveau de dette qui serait démultiplié par rapport à avant cette crise. Est-ce qu'une croissance demain, accompagnée, assortie d'un niveau de dette tel qu'il sera, pourra véritablement porter des fruits? Est-ce que cette dette, même si l'on finit par sortir de cette crise, cette dette ne sera pas un facteur entravant la capacité des acteurs, des entreprises à investir dans la mesure où elles seront toutes endettées? Elle se réglera pas juste sur le demain, c'est-à-dire que vous avez raison, la dette, elle se réglera par la problématique par le retour de la croissance, et c'est comme ça qu'on la diminuera au niveau des États, au niveau des entreprises. Mais ce ne sera pas demain, ça va être une question qu'on va devoir régler sur un horizon qui me paraît un petit peu plus long, 5-7 ans, logiquement. Et il est vrai que vous avez raison, c'est un vrai sujet, puisque nous, quand on sélectionne les valeurs, on va privilégier les valeurs qui ont un endettement proche de zéro dans nos fonds, dans notre portefeuille. Et on voit clairement que là-dessus, il y a un facteur de résilience et de qualité. Ce sont les valeurs qui sont recherchées par le marché et qui sont recherchées par les opérateurs sur le long terme, nonobstant les tendances porteuses qu'on peut identifier dans les différents secteurs de l'activité. Donc clairement, je pense que par rapport on va toujours être dans... C'est vrai qu'il y a des risques, mais comme chaque année, on a des facteurs de risque. Et que les risques, une fois qu'on va les passer les uns après les autres, il y a aussi le fait qu'il faudra qu'on ait un président au niveau États-Unis pour assurer probablement les marchés américains. On ne sait pas si ça prendra 1 mois ou 2 mois. Et on ne sait pas lequel des deux candidats rassurerait le plus, par ailleurs, les marchés. Oui, il y a un candidat qui est plus Main Street et il y a un candidat qui est plus Wall Street, mais je pense que, in fine, que ce soit Biden ou Trump, je pense que si c'est Biden qui est plutôt le candidat de Main Street, alors que M. Trump est clairement le candidat de Wall Street, de toute façon, le président qui sera élu ne pourra pas casser les dynamiques autour et les politiques qui seront engagées en matière de stimulus fiscal, de plan de relance, etc. Il aura des marges de manœuvre, il pourra faire bouger un certain nombre de thématiques, mais je ne crois pas qu'il y aura une rupture très très forte. Et donc, n'oubliez pas qu'à chaque fois qu'un président démocrate a été élu, les bourses derrière sont bien tenues. Rappelez-vous ce qui s'est passé sur les marchés après l'élection de M. Clinton. Donc, à court terme, ça peut peser un peu, mais à long terme, ça n'entravera pas, je crois, le dynamisme de l'économie américaine, parce qu'on reviendra à l'heure du business. Donc, du coup, si on passe un petit peu ces différents facteurs de risque qu'on n'a pas
une évolution très négative au niveau sanitaire, je pense qu'il y a un potentiel de progression des indices par rapport au niveau actuel, avec tous les filets de sécurité et les mesures qui ont été mises en place. Merci beaucoup. Ça reste vraiment conditionné au sanitaire. D'ici la fin de l'année, c'est vraiment la clé de lecture pour moi des marchés. C'est ça qui peut amener les marchés à remonter. C'est d'être assuré de ce point de vue. Merci beaucoup Stéphane. Stéphane Prévost, la financière responsable. Le CAC 40, on vous le rappelle, a clôturé en hausse de 0,43%, 4824 points. Merci à nos 3 intervenants du club. Maxime Marcon, conseiller en investissement pour meilleurplacement.com et Alexandre Baradès, chef analyste d'IG. Bon retour, bonne soirée. CAC qui termine donc finalement en hausse avec ST Microelectronics en tête. Et on vous rappelle Lagardère aussi qui gagne plus de 16%. Le groupe Arnaud qui positionne des titres manifestement. C'est ce que nous expliquait il y a quelques minutes Eric Blaine. Et donc Lagardère encore en hausse de quasiment 16% aujourd'hui. 24,46 €. Dans un instant, on répond à toutes vos questions sur tous vos placements. A tout de suite sur BFM Business. BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.